Bonjour, merci à vous de rester d'actualité avec CRTV News. Bienvenue dans cette édition spéciale consacrée aux enjeux de la zone de libre-échange continentale d'Afrique, la ZLECAf. C'est une promesse, c'est la promesse d'un meilleur quotidien pour les Africains. Imaginez des étals de marchandises qui voguent de la Centrafrique au Mozambique, visualiser une monnaie unique qui irait de Bebda Ibadan ou encore de Ngaoundéré à Tanger. Et surtout, imaginez-vous des produits africains, des produits made in Africa disponibles chez le boutiquier du coin et à moindre coût. Ce qui peut paraître chimérique est en train de se construire. Le premier pas est acté, du moins sur le papier. La zone de libre-échange continentale d'Afrique est opérationnelle depuis près d'un mois déjà. Le concept est vendeur. Déjà 54 pays sur 55 ont ratifié l'accord de Kigali. Mais concrétiser le vieux rêve de Kadhafi à un prix que la configuration actuelle des économies africaines peine ou alors aura des difficultés à assumer. Comme la ZLEC, comment la ZLEC peut-elle façonner le lendemain des Africains, mais surtout, quelles implications pour vous, chers téléspectateurs qui nous regardez, quelles implications la ZLEC peut-elle avoir dans votre quotidien? Pour en parler aujourd'hui, nous avons avec nous Bernard Ngueken. Bonjour, docteur Bernard Ngueken. Bonjour. Alors, vous êtes économiste et vous allez nous aider justement à décrypter les principaux enjeux de cette zone de libre-échange continentale. Vous serez rejoint tout à l'heure par Zachary Mbarga. Il est un chercheur en intégration régionale. Ce sont des questions justement qui tournent autour de l'intégration régionale et qui sont plutôt simples, mais au ressort très complexe. Bernard, dites-nous, comment avez-vous accueilli l'annonce de la mise en place ou de l'opérationnalisation de cette zone de libre-échange? Merci Gladys, le Bouddha, de me passer la parole. Je vous dis déjà merci de m'avoir convié à cette séance de réflexion sur cette question qui est tellement pertinente aujourd'hui pour notre continent. Parce que comme vous le savez si bien, la tendance actuelle, c'est le regroupement par sous-région, par région. Oui. Au niveau du monde, il y a des grands regroupements. Et alors, après avoir accueilli cette nouvelle, c'était une très grande satisfaction pour moi de savoir qu'enfin, malgré les petites réticences qu'on a souvent constatées ça et là entre les différents pays, de vouloir intensifier les échanges, je pense que la ratification de cette zone de libre-échange continentale africaine aujourd'hui par 54 pays, n'est-ce pas, augure les lendemains meilleurs pour cette intensification des échanges d'une part et aussi surtout pour l'essor économique de ces différents pays. Alors, quelle est la portée de cet accord-là? Bon, on a souvent eu des accords intra-régionaux, mais qu'est-ce qui fait la nouveauté avec la ZLEC? La ZLEC a quelques particularités. Déjà la première dans le monde, depuis la création de l'OMC, la ZLEC, c'est cet accord qui regroupe à terme 55 pays. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est 54 pays qui ont ratifié. Il manque le dernier pays, l'Érythrée, qui le fera certainement. Donc la particularité, c'est déjà ça. Un accord regroupant 54 pays, avec une population estimé à 1,2 milliard de personnes aujourd'hui. Le plus grand marché pour l'instant encore connu. Oui, le plus grand marché. Et le plus grand marché en termes de nombre de pays. Il faudra le préciser, en termes de nombre de pays, c'est le plus grand marché avec 54 et à terme 55 pays. Mais on peut également voir le dynamisme de la population africaine. Comme je le disais tantôt, nous sommes aujourd'hui à 1,2 milliard d'habitants. Oui. Et d'ici 2050, on va monter à 2,5 milliard d'habitants, ce qui constitue là un véritable avantage pour l'intensification de ce commerce. Et surtout, la population est constituée de personnes relativement jeunes qui apporteront un nouveau dynamisme, non seulement dans ces échanges, mais surtout
dans le développement de ce continent. Alors peut-être on va commencer par un préalable, on va commencer déjà par savoir, par définir ce que c'est qu'une zone de libre-échange. Quelle est la différence avec les autres formes d'union monétaire comme une union douanière ou alors un marché commun? Carmen Olivia Billet a fouillé pour nous le dictionnaire. Elle nous donne la spécificité d'une zone de libre-échange dans cet élément. Par définition, une zone de libre-échange désigne un espace délimité au sein duquel les marchandises circulent librement. Ces zones sont constituées de pays membres éliminant entre eux les droits de douane ainsi que les restrictions quantitatives à l'importation, mais conservant chacun leur propre politique commerciale vis-à-vis des pays tiers. Ces zones sont mises en place via des accords de libre-échange. Une zone de libre-échange se distingue d'une union douanière qui est une autre forme d'accord commercial régional. Et la différence entre les deux se situe au niveau de la définition d'un tarif extérieur commun. La zone de libre-échange constitue une exception à la clause de la nation la plus favorisée, présente dans les accords de l'Organisation mondiale du commerce. Les zones de libre-échange ne sont pas nécessairement fondées sur des critères géographiques, bien que ce soit généralement le cas. À titre d'exemple, la zone de libre-échange créée entre les États-Unis d'Amérique et Israël en 1985. L'Union européenne n'est pas une zone de libre-échange, mais une union économique. Cependant, l'Union européenne a conclu de nombreux accords de libre-échange avec des pays extérieurs à l'Union, comme les accords ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique ou accords de Cotonou. On recense aujourd'hui près de 150 zones de libre-échange, dont plus de la moitié ont été créées depuis 1990. On a suivi Carmen Olivia Billet qui souligne que près de 150 zones de libre-échange ont été créées. Et en Afrique en particulier, ce n'est pas la première fois qu'on voit éclore des accords de libre-échange entre les pays. On a déjà les accords sous-régionaux que vous connaissez. On a la CEDEAO qui est une zone de libre-échange. On a eu, dans le temps, c'était une union douanière, évidemment, l'UDEAC. C'était le boom d'après indépendance, la première vague d'accords d'accords sous-régionaux d'intégration. Alors, dites-moi, est-ce qu'on a eu le temps quand même de faire l'autopsie de ce qui n'a pas marché avec les précédentes zones? Bon, faire l'autopsie de ce qui n'a pas marché avec les précédentes zones, c'est revenir dans les spécificités de chaque CERES, c'est-à-dire communauté économique régionale. Oui. Comme vous avez parlé tout à l'heure, on a la CEMAC, on a la CEDEAO, on a la SADC, on a le COMESA. On constate que dans certains de ces communautés, les choses avancent. Oui. Les choses avancent considérablement. C'est dans la sous-région CEMAC qu'on constate véritablement les limites. Les États sont plus ou moins réticents et nous pensons que ce n'est qu'un problème peut-être de la gouvernance ou encore surtout un problème d'ego entre les différents pays. Mais dans les autres sous-régions, notamment la CEDEAO, les choses sont beaucoup plus avancées parce qu'il y a un engagement entre ces différents pays de se regrouper. Parce qu'en se regroupant véritablement, on a des avantages avec le marché qui devient un peu plus grand. Oui. Et là, chaque pays pouvant mettre en exergue ses avantages comparatifs. Alors, la zone de libre-échange continental, c'est un très vieux projet, qui date de plus de 20 ans, si je ne me trompe pas, oui. Et qui était déjà pensé aux origines lors de la mise en place de l'OUA à l'époque, de l'UA qui a continué le chantier. Est-ce qu'on peut connaître un peu les étapes qui nous conduisent aujourd'hui à Niamey? Oui. En ce qui concerne le regroupement continental, à côté des regroupements sous-régionaux dont on a précisé oui. tout à l'heure, le regroupement continental, les motivations ou encore les envies sont nées depuis la création de l'OUA en 1963, qui précisait déjà la volonté, l'envie de ces États-là de se mettre ensemble, d'intensifier les relations. Et nous avons une autre étape en 1980 avec la politique commerciale de Lagos. Oui. Nous avons également le traité commercial de 1991 à Abuja et notamment la création de l'Union africaine en 1999 qui concourt toujours à l'atteinte de cet objectif de la proximité entre les États. Et le dernier accord qui a été signé le 21 mars 2018 qui institue la zone de libre-échange continentale africaine.
africaine. Donc c'est donc là des échelons ou alors des étapes qui ont permis aujourd'hui de voir l'avènement de la zone de libre-échange continentale d'Afrique. Beaucoup d'émotions, certes, lors du dernier sommet extraordinaire à Niamey où on lançait, qui consacrait l'opérationnalisation de cette zone de libre-échange continentale. J'aimerais savoir, docteur Bernard Ngekeng, dites-nous, qu'est-ce qui... le contexte n'est pas le même entre aujourd'hui et il y a 20 ans. Il y a 20 ans, c'était légitime peut-être de vouloir mettre sur pied une zone de libre-échange. Il y a 20 ans, avec les jeunes États qui voulaient se mettre ensemble. Mais aujourd'hui, on constate plutôt que les autres zones de libre-échange sont en train de revenir ou alors de se replier sur elles-mêmes. Est-ce que l'Afrique qui décide aujourd'hui, elle, de mettre en place une zone de libre-échange, ce n'est pas aller à contre-courant? Non, je ne pense pas que c'est aller à contre-courant parce que, comme je le disais tantôt, la tendance mondiale aujourd'hui est le regroupement des États qui se retrouvent dans les mêmes continents. On peut voir le cas de l'Union africaine. Et aujourd'hui, l'Union européenne, aujourd'hui l'Afrique qui décide de se mettre ensemble, c'est une étape supplémentaire qu'on traverse parce qu'à terme, nous voulons atteindre, n'est-ce pas, ce qu'on appelle l'Union économique. Oui. Et si l'on revient peut-être sur la théorie pour préciser les différentes étapes à traverser par ces pays pour atteindre l'intégration totale, et si on convoque la théorie de Belassa, on va comprendre que la première étape qui a déjà été traversée par les États africains, c'est le libre-échange. Le libre-échange qui institue quoi? La libre circulation des biens et des services. La deuxième étape, c'est l'union douanière qui essaie d'harmoniser, d'uniformiser les droits de douane entre les pays de la communauté et les États étrangers. La troisième étape, on peut le dire, c'est celle que nous connaissons aujourd'hui avec la zone de libre-échange continentale africaine qui, au-delà d'assurer la libre circulation des biens et des services, promeut également la libre circulation des personnes, la libre circulation des capitaux. Et je pense, nous savons qu'aujourd'hui, il y a des pays africains beaucoup plus nantis que d'autres en termes de capitaux, en termes de main-d'œuvre. Et cette ouverture-là permettra, n'est-ce pas, cette facilité du déplacement entre ces différentes ressources, entre ces différents facteurs. Et il revient à chaque pays aujourd'hui d'engager des réformes permettant d'attirer ces ressources peut-être qui sont ailleurs en termes de capitaux, en termes de main-d'œuvre pour assurer l'essor économique. Alors, vous parlez tout à l'heure des égos africains, des égos africains qui ne sont pas totalement aplanis. Comment on peut faire pour quitter ou alors pour réellement concrétiser une zone de libre-échange qui respecte les intérêts de chaque État? Oui, plus dans cette politique de libre-échange, on est conscient qu'il y a certains États qui sont beaucoup plus avancés que d'autres. On a dit on peut avancer, n'est-ce pas, comme raison de voir certains pays être réticents, quoi, leur part, leur poids qui est relativement limité. Mais il y a des mesures qui sont prises dans ce sens, c'est-à-dire quoi, les pays assez avancés consacreront ou alors mobiliseront un certain nombre de ressources pour venir en aide aux pays les moins nantis pour que personne ne soit lésé dans en ce aide comment? Est-ce que ce n'est pas ça justement le principe, c'est de pousser les moins nantis à rejoindre les autres, alors d'instaurer une politique de saine émulation de chacune des économies? Comment ça, les plus riches vont devoir aider les plus pauvres? Bon, quand je dis les plus riches, par exemple, quand je dis les pays en retard, le pays peut être en retard du point de vue des infrastructures. Oui. Alors, les pays relativement nantis, si ce pays en retard engage des réformes, cela peut attirer les capitaux des pays les plus nantis à venir investir, pourvu, n'est-ce pas, que le climat soit sain, le climat des affaires soit sain dans ce pays en retard. Donc, le pays en retard, même s'il n'a pas assez de ressources, il lui revient, n'est-ce pas, d'engager les formes lui permettant d'améliorer son climat des affaires pour attirer des capitaux, des ressources humaines et de la technologie en son sein pour voir son pays. Il n'est pas question ici véritablement d'apporter des aides financières de manière gratuite, non, mais c'est de venir soutenir l'action des pays au regard des efforts qu'on constate que ce pays-là engage pour son évolution.
On touche là à une question justement qui fera l'objet ou alors qui va faire l'objet d'un pan entier de notre programme aujourd'hui, qui est les prérequis pour que réellement cette zone de libre-échange-là soit porteuse de fruits. D'abord, vous parliez tout à l'heure d'un problème qui est le manque d'infrastructures. Comment faire, comment atteindre une zone de libre-échange sans qu'il y ait de route, une route par exemple qui quitterait du Cameroun à Accra au Ghana? Oui, c'est vrai qu'il faut, c'est vrai peut-être on va dire qu'on a mis la charrue avant les bœufs, mais c'est pas le plus important, c'est déjà de présenter cette volonté de regroupement et les prérequis pourront suivre. Parce que moi j'ai mené une étude sur les infrastructures comme déterminant des échanges, oui, pour déterminant des échanges, intensification de l'intégration en Afrique. Oui, comment faire pour construire? Comment faire pour faciliter le transport d'un pays A à un pays B? Oui. Aujourd'hui, il y a déjà des avancées du point de vue technologique. On sait que c'est beaucoup plus facile de partir peut-être de Yaoundé pour Lagos à travers l'évolution technologique, les échanges, la télécommunication. Et d'autres pays pourront, et aujourd'hui, s'il y a une véritable volonté pour les États, parce que très souvent, on voit un manque d'infrastructures dans dans certains pays, parce que peut-être la volonté politique n'y est pas. Oui. Oui, parce qu'il y a un problème de volonté politique, mais je pense qu'avec la ratification de cet accord, chaque pays voudra profiter ou alors engranger des gains pour ces accords se retrouvera dans l'obligation de s'investir. Même si les ressources ne sont pas disponibles, le pays pourra contracter des accords avec des partenaires pour que ces investissements-là soient réalisés. Alors, on va revenir sur les prérequis pour voir émerger cette zone de libre-échange qui inclut pas seulement les infrastructures, mais aussi un nombre de politiques en termes de gouvernance, en termes de communication. Mais d'abord, on va prendre cet élément de Luc Bienvenu au Nana qui fait un peu le point sur les enjeux que charrie la mise en place de cette zone de libre-échange continentale. Tout nouveau, tout espoir, la zone de libre-échange continentale africaine, proclamée l'autre jour à Niamey au Niger, vue de Yaoundé au Cameroun, est loin d'être un espace vide. Au contraire. C'est une opportunité d'autant plus que nous n'arrivons pas à faire appliquer les agréments CEAC qui nous permettent d'aller vers la RDC, qui est un marché de 90 millions d'habitants. C'est un important outil pour nous, entrepreneurs, et qui nous interpelle plutôt à faire davantage par rapport à ce que nous avons fait jusqu'ici. Comme toute opportunité, le marché continental africain exige davantage des producteurs, plus de travail, question d'occuper le terrain. Désormais, nous devrions produire davantage et améliorer la qualité de production pour être davantage compétitifs au niveau du marché. Parce que ce ne sera pas un marché de cadeaux. Être présent va également signifier offrir de la qualité. Une notion bien assimilée déjà par les acteurs économiques locaux. Le Centre technique agroalimentaire du Cameroun est né et il est en train d'encadrer toutes les entreprises du secteur des oléagineux. Donc le problème de normes ne se pose pas. La zone de libre-échange continentale africaine est la plus vaste de la planète avec plus d'1,2 milliard de consommateurs. Il est simplement question pour les producteurs de ne pas rater le départ. Le marché, comme la terre, appartenant souvent à leurs premiers occupants. C'est dire si le temps ne devrait plus être au sommeil. Le temps ne devrait plus être au sommeil et c'est une zone d'échange, Bernard, qui consacre en quelque sorte le réveil de l'Afrique. Comment, j'ai envie de savoir, comment est-ce qu'on a configuré cette question d'harmonisation des ressources? Est-ce qu'il y a des échelons qui disent que dans 2 ans ou dans 3 ans, il faudra par exemple qu'on ait les mêmes politiques douanières par pays, que dans 5 ans, il faudrait qu'on ait la même monnaie? Comment est-ce que c'est échelonné tout ça? Bon oui, c'est vrai que le calendrier n'est véritablement pas encore précisé puisque comme je le disais tantôt, nous sommes encore au niveau du marché commun. C'est au niveau de l'Union économique qu'on pourra voir comment harmoniser les politiques, mais comme nous sommes au niveau du marché commun, c'est un ensemble d'éléments qui sont observés, notamment comme je le disais tantôt, la libre circulation des biens
et des services, c'est ce qui est d'actualité avec la zone de libre-échange continentale africaine. La libre circulation des biens et des services, la libre circulation, la mobilité des ressources humaines d'un point à un autre du continent, peut-être pour trouver où le rendement est beaucoup plus élevé, et aussi la libre circulation des services, des capitaux. Je pense en ce qui concerne, c'est vrai, que pour intensifier véritablement ces échanges, on devrait observer quand même un certain nombre de prérequis, notamment l'usage de la monnaie unique et un certain nombre de politiques économiques, mais c'est une autre étape qui arrivera certainement après, n'est-ce pas, la mise en œuvre effective de cette zone de libre-échange. Alors, ce sont des prérequis qui, justement, démontrent qu'on n'en est pas encore réellement là. On en est encore, il nous faudra encore quoi, une dizaine d'années pour réellement atteindre la zone de libre-échange telle qu'on la conçoit ou telle qu'on l'envisage dans l'esprit de ses concepteurs. Oui, pour atteindre cette zone véritable de libre-échange, comme je le disais tantôt, on a lancé, le train va prendre son envol et il revient aux États, chacun à son niveau, de s'engager véritablement pour, n'est-ce pas, intensifier les échanges avec les pays étrangers par la construction de ces infrastructures-là, par la formation de la ressource humaine. Parce que la zone de libre-échange a des avantages. Peut-être on reviendra là-dessus. Évidemment. Oui, peut-être on reviendra là-dessus. Mais à ce niveau-ci, il revient à chaque État d'intensifier les efforts afin de tirer les avantages de son côté. Justement, je rappelle que vous regardez l'édition spéciale sur CERT TV News qui est consacrée aux enjeux et aux implications de la zone de libre-échange continentale d'Afrique qui est opérationnelle depuis environ un mois déjà. 54 pays sur 55. Le 55e, qui est l'Érythrée, a promis de rejoindre la zone très prochainement. Et nous sommes en plein dans le décryptage de ces enjeux-là, des prérequis qu'il faudrait pour que cette zone de libre-échange continentale qui charrie beaucoup de promesses voit réellement le jour. Nous sommes rejoints sur ce plateau à l'instant par Zachary Mbarga. Il est chercheur en intégration régionale. Bonjour, Monsieur Mbarga. Bonjour, Madame Lubouda. Bienvenue sur CERT TV News. Merci de m'avoir convié à ce panel. Alors, vous êtes spécialiste des questions d'intégration. Dites-nous, pourquoi c'est important pour un continent d'être mieux intégré? Alors, c'est important pour un continent d'être mieux intégré, au moins pour deux raisons. Pour deux raisons. C'est que le processus d'intégration, pour ce qui concerne l'Afrique principalement, c'est d'atteindre le développement. Le développement intégré, le développement harmonieux. Vous savez, en 1991, les Africains ont adopté une boussole économique, qu'est le traité d'Abuja, qui justement, en vue d'atteindre la communauté économique africaine, avait prévu un ensemble de phases. Et l'une des premières phases, après la construction des communautés économiques régionales, c'était la mise sur pied d'une union douanière. Mais on ne pouvait pas atteindre l'union douanière sans avoir au préalable harmonisé les économies sur un certain plan. C'est pourquoi les États ont pensé qu'il fallait corriger cette phase, cette intégration économique voulue par le traité d'Abuja, en mettant sur pied la zone de libre-échange continentale africaine. Elle était zone de libre-échange continentale et en 2017, les chefs d'État ont dit non, il y a une philosophie derrière qui est celle de permettre au développement de sortir de cette pauvreté encore criante. Et donc, ils l'ont appelé zone de libre-échange continentale africaine en 2017. Et dans ce processus, donc, il y a cette zone de libre-échange, mais l'intégration, c'est également ce que certains ont appelé de la géoéconomie. Vous savez, on est dans un monde qui de plus en plus est en globalisation. Et lorsque vous voyez la signature de certains accords qu'on appelle accords commerciaux méga régionaux, c'est peut-être États-Unis, Union européenne, Canada, Union européenne, Japon, Union européenne, Chine, Union européenne, on se rend compte que certains pays vont s'accaparer de la technologie, certains pays vont s'accaparer de l'industrialisation, et il y aura des déserts économiques tels que l'Afrique. Et donc, en réponse à la prolifération de ces accords commerciaux méga régionaux, les chefs d'État africains ont dit qu'il nous faut un marché unique. Au-delà des accords que certains pays africains ont signés, on peut parler de l'accord de partenariat économique, on peut parler de l'AGOA, l'accord sur la croissance. Et il y a donc ce marché unique qui
au-delà de la libre circulation des biens, au-delà de la libre circulation des services, voudrait également qu'il y ait des politiques communes en matière d'investissement, des politiques communes en matière de règlement des différends commerciaux, des politiques communes également en matière de propriété intellectuelle, de propriété industrielle. Oui. Donc voilà donc pourquoi est-ce qu'en Afrique, il est très important que le continent africain aille de manière concertée vers ce développement-là. C'est donc une réponse géoéconomique qui voudrait que le continent ait de plus en plus des moyens de s'industrialiser à outrance, mais également que le continent puisse de plus en plus protéger ce territoire économique. Donc voilà, en réalité, l'Afrique va se transformer en un territoire économique unique. C'est pourquoi cette zone de libre-échange continentale est mise en œuvre. Maintenant, mon copanéliste parlait des prérequis. Il faut l'avouer, oui. L'indice d'industrialisation sur le continent n'est pas très élevé. C'est un euphémisme. Voilà, il n'est pas très élevé. Mais ce qu'il faut dire également, c'est que la zone de libre-échange continentale ne vient pas seule. Elle arrive dans un environnement. J'ai déjà parlé du processus d'intégration économique. Il y a des programmes d'industrialisation comme l'AIDA. Il y a le programme d'intensification des échanges de l'Union africaine, le BIAT, Boost Intra-African Trade, qui sont mis ensemble pour que l'Afrique, justement, de manière phasée, puisque on reviendra là-dessus, la dématérialisation fiscalo-douanière est étalée sur le temps. On reviendra là-dessus, mais pour une première prise de parole et pour répondre à votre question, c'est cela, l'objectif et le mobile d'une intégration économique et de la mise en œuvre de cette zone de libre-échange continentale. Oui. On parlait justement des prérequis pour la mise en œuvre de cette zone de libre-échange continentale-là. Bernard évoquait la nécessité d'avoir des infrastructures, on l'a déjà dit. Mais au-delà de ça, il y a une question encore créable d'harmonisation où les différents pays ont encore des lois particulières qui s'adaptent principalement à leur configuration politique, économique, financière. Sur cette question d'harmonisation administrative et politique, comment est-ce que la zone de libre-échange a prévu, s'est conçue pour transcender ces barrières-là? Alors, c'est un débat qui a également eu cours lors des négociations. Fallait-il s'appuyer sur les expériences des communautés économiques régionales? Vous êtes d'accord avec moi que ça n'allait pas être la bonne formule? Surtout pas. Voilà, on est en Afrique dans ce qu'on peut appeler une évolution en dents de scie, ou même parfois certains parlent des Afriques. Parce que vous voyez l'Afrique de l'Ouest, c'est près de 15% en matière d'échanges intracommunautaires. Le COMESA, c'est 17, 18, 20%. Ouais. Mais l'Afrique, de manière globale, c'est 17%. Mais vous avez l'Afrique centrale, CEAC, qui est à 1,8%. Donc, si on se basait sur les expériences des communautés économiques régionales, on n'allait pas arriver là. On a donc dit, enfin, les négociateurs se sont entendus sur le fait qu'il fallait harmoniser au niveau continental. C'est-à-dire quoi? Et il faut notamment souligner que avant de commencer les négociations, l'Union africaine a veillé à ce que les négociations de tous les États soient au même niveau de connaissance. Donc, on a formé certains négociateurs des pays. Maintenant, pour les questions d'harmonisation, les négociations des pays, on a voulu à ce que tous les pays soient mis au même niveau d'égalité, pour ce qui est des harmonisations. Maintenant, les harmonisations administratives, lorsqu'on parle par exemple de l'administration douanière, oui. C'est justement le fait que, au niveau de l'Union africaine, il y a un comité de haut niveau des douanes. Et donc, à ce niveau, chaque année, ces administrations douanières se réunissent et mettent ensemble, soit le partage d'expériences, elles partagent les expériences, ou alors elles s'assistent de manière volontaire. Un exemple simple, au niveau de l'Afrique centrale, il y a encore quelques mois à Douala, les administrations douanières se sont réunies pour justement préparer les effets et les contre-coups de cette zone de libre-échange continentale. Donc il y a une harmonisation douanière. Maintenant, est-ce que c'est souvent appliqué sur le terrain? Voilà toutes les questions qu'on se pose toujours. Donc, pour les questions douanières particulièrement, c'est déjà fait. Autre chose, qui est une autre formule qui a été adoptée, les États africains se sont dit, on va quand même aller sur le modèle des communautés économiques régionales. Les experts de l'Afrique centrale se sont réunis à Douala également au mois de juin.
Et ils ont, pour l'Afrique centrale, déjà adopté des listes. Vous savez qu'en matière d'abaissement des droits de douane, il faut savoir sur quel produit est-ce qu'on va dématérialiser. Parce qu'il y a 3 listes. Il y a les produits libres, ceux qui vont être dématérialisés à 90%. Il y a les produits sensibles, ceux qui vont être dématérialisés à 7% sur 15-20 ans. Et il y a les produits exclus. L'Afrique centrale a sorti sa liste de 72 produits exclus qui ne seront pas dématérialisés, quel que soit le nombre d'années que la zone de libre-échange continentale prendrait. Ils ont sorti, pour ce qui est de la liste des produits sensibles, 379. Oui. Et maintenant, pour les produits libres qui seront dématérialisés sur la longue durée à 90%, ils se sont entendus sur près de 800 à 1000 produits. Mais ça va évoluer parce que les pays sont encore en train de s'industrialiser et donc les produits pourraient évoluer en nombre et en taille. Alors, on va revenir sur le contenu même des échanges à l'intérieur de cette zone de libre-échange-là. Mais je vous propose de regarder un peu l'exemple qui vient des autres zones de libre-échange dans le monde. C'est Carla Tesso qui a un peu dressé un panorama des principales zones de libre-échange dans d'autres continents, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique. Écoutons cet élément que signe Carla Tesso. Une pléiade de zones de libre-échange parsème le marché mondial. Si certains en dénombrent plus de 150, le mode de fonctionnement et le poids de certains marchés communs les démarquent. Parmi les principales zones de libre-échange, l'ALENA s'inscrit en chef. L'accord de libre-échange nord-américaine, entré en vigueur en 1994, lie les États-Unis, le Canada et le Mexique. C'est environ 7% de la population mondiale pour un PIB évalué à 28%. L'ALENA a été créée à l'époque pour stimuler les échanges entre ses États membres à la faveur de la suppression de la plupart des droits de douane, notamment pour le textile, l'agriculture et l'automobile. Selon les experts, l'accord a connu une bonne évolution entre 1993 et 2016, triplant le commerce régional. Aujourd'hui, les principes de l'accord sont remis en cause par le président américain, notamment. Donald Trump, avant de procéder à la renégociation de l'ALENA, l'a qualifié de pire accord commercial jamais signé par les États-Unis. C'est que, selon un rapport du service de recherche du Congrès américain du mois de mai 2017, environ 600 000 emplois américains avaient été supprimés. Pour Trump, la désindustrialisation de son pays se résume au combat du travail au Mexique. Nous avons négocié ce nouvel accord sur le principe de l'équité et de la réciprocité. Pour moi, c'est le plus important, car nous avons été traités si injustement par de nombreux pays. L'accord concernera près de 1200 milliards de dollars d'échanges, ce qui en fait l'accord commercial le plus important de l'histoire des États-Unis. 4 sessions de renégociation ont déjà permis de réviser l'accord. N'empêche qu'il reste le plus en vue des zones de libre-échange, tout comme l'ASEAN. L'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, créée en 1967, regroupe 10 pays, soit 8% de la population mondiale, pour un PIB de 6%. En Europe, l'ALES, l'accord de libre-échange centre-européen, l'AEL, l'Association européenne de libre-échange, résiste. Après une bonne santé, ces accords se dégonflent du fait de la perte de leurs membres. C'est le cas de l'AEL qui, après son entrée en vigueur en 1960, s'est plusieurs fois élargi avant de progressivement perdre ses membres qui ont intégré l'Union européenne dès 1973. Parlant de taille et de poids, l'une des zones de libre-échange qui peut d'ores et déjà se targuer, c'est la ZLEC. La zone de libre-échange continentale africaine, dernière née en date, vise 1,2 milliard d'habitants. Merci à Carla Tesso pour cet élément qui a permis de montrer, la marge de succès ou d'échec des autres zones de libre-échange encore en vigueur dans le monde. J'aimerais qu'on reparle un peu de cette intégration qu'on veut rendre continentale alors qu'on n'a pas réussi à la régionaliser. Bernard, quelles ont été, est-ce qu'on a eu le temps ou alors est-ce qu'on a tiré les leçons
de l'échec de l'intégration dans les différentes zones? Oui, je pense qu'aujourd'hui, au regard des résultats qui sont observés, on va constater que les différentes sous-régions ont connu des fortunes diverses. Parce que comme un copanalyste le disait tout à l'heure, lorsqu'on regarde le niveau d'échange entre les différentes sous-régions, on constate que la zone CEMAC occupe la dernière position, avec seulement près de 1,4% des échanges intra-sous-régionaux. Pendant que les autres sous-régions telles que la SADC ou COMESA connaissent des fortunes un peu plus intéressantes. Ouais. Et la question que l'on peut se poser aujourd'hui, c'est celle de savoir le pourquoi de ces résultats, parce que je pense que c'est le plus intéressant si on veut améliorer la situation. Est-ce que ça ne démontre pas que le problème, en fait, ce n'est pas réellement la signature ou alors la mise sur pied de zones de libre-échange ou alors de zones d'échange entre pays, que ce n'est pas réellement un problème comment dire ça, d'administration ou de signature d'accords, mais plus de spécificité des différents États et des réalités dans les États? Oui. Justement, c'est ce que je voulais dire, parce que je disais on pouvait se poser la question de savoir le pourquoi de ce résultat. Et lorsqu'on rentre dans les spécificités, les biens qui sont échangés, on constate que la Chine, qui est très éloignée du Cameroun, échange plus que le Cameroun échange avec le Gabon. On peut donc voir le contenu de ces échanges. Qu'est-ce que le Cameroun achète en Chine? Est-ce que le Gabon est en mesure de proposer cela au Cameroun? Qu'est-ce que le Tchad achète en Chine? Est-ce que le Cameroun peut procurer ces produits-là au Cameroun? Et c'est pourquoi j'aimerais pour dire que l'une des raisons pour lesquelles les échanges sont tellement limités, c'est la non-diversification des économies de ces pays-là en termes de production. Parce qu'on constatera que ces pays, pour se limiter dans le cas de la zone CEMAC, ces pays sont fortement dotés pratiquement en les mêmes ressources naturelles. Lorsqu'on prend le bois, le Cameroun a le bois, le Gabon a le bois, alors les deux pays ne peuvent échanger le bois. Maintenant, si on va dans les produits manufacturés, aucun de ces deux pays n'est véritablement avancé. Or, c'est ce que la population en a besoin pour consommation. Puisque ce n'est pas produit sur place, on est obligé de se retrouver en train de demander de l'autre côté du continent. Alors, Zacharie, dites-nous, vous avez souligné tout à l'heure que l'idée c'était, comment dire, de mettre l'intégration à un niveau continental pour pallier aux échecs régionaux. Est-ce que c'est logique ça? Bon, c'est logique de dire que parce qu'on n'a pas pu garder 5 francs, on va essayer de garder 10 000. Non, c'est une perception, c'est une façon de voir les choses. Mais je dirais, il faut également voir l'idée qu'il y a derrière. Il faut également voir l'ambition qui est recherchée. Par exemple, pour un pays comme le Cameroun, les 10 meilleures destinations économiques, lorsque vous regardez l'annuaire statistique du Mincommerce, les 10 meilleures destinations économiques pour un pays comme le Cameroun ne sont pas en Afrique centrale. Vous avez le Nigeria, vous avez l'Algérie, vous avez la Côte d'Ivoire, etc. Donc, maintenant, étant donné qu'il faut également opérer une sorte de pédagogie pour les comptes publics. Un pays comme la Guinée équatoriale, qui est lié avec les pays ibériques, notamment l'Espagne, par un traité commercial, voudrait que, aujourd'hui on parle du problème de devises. Il y a un problème de devises en Afrique centrale. Oui. On se dit donc, au lieu de dépenser les devises en allant acheter en Espagne, je peux maintenant acheter par exemple une fourchette ou une brouette au Nigeria. Et donc le problème au niveau de la saignée des devises pourrait à moyen terme être résolu. Donc il y a une autre ambition derrière, c'est-à-dire les facteurs de production maintenant. Et pour ce qui est de l'intégration continentale, c'est-à-dire un peu ce match entre intégration continentale et intégration régionale ou sous-régionale, je dirais simplement que il faut savoir que pour un pays qui s'industrialise, il est toujours bien de se donner des défis. Maintenant, la question que je me pose, c'est quel est le niveau d'ambition de certains pays lorsqu'ils ratifient un accord tel que la zone de libre-échange continentale. En Afrique centrale, certes, et je rejoins mon copanéliste, absolument, il y a un problème de diversification des économies. C'est incontestable.
mais avec de nouvelles avancées, puisque la plupart de ces pays ont justement entamé une augmentation des produits, ou alors de la base de production. C'est indéniable, puisqu'on le voit. Vous avez par exemple au Gabon, on a décidé d'aller jusqu'à la 3e transformation du bois. Mais maintenant, ce qu'il faut également dire aux États, comme il le disait, c'est qu'il est plus important encore de rechercher les chaînes de valeur et de rechercher l'intégration des chaînes de valeur. C'est-à-dire, le Gabon a du bois, le Cameroun a du bois. Pourquoi ne pas créer une zone économique spéciale qui ferait par exemple que le Gabon se spécialise dans les meubles de bureau, par exemple, comme ce beau panel sur lequel nous sommes ici à CRTV News, ou alors sur les meubles de maison. Simple exemple. Ce sont là des questions, Zachary. Ce sont là des questions. Gardez votre emprunt. Okay. Ce sont là des questions qu'on va aborder juste après le journal de 11h de Carlet Tesso. Et je vous annonce qu'après Carlet Tesso, on aura un intervenant depuis le Nigeria. C'est un parlementaire, Pierre Fatien, qui nous donnera en quelque sorte l'accueil de cette zone de libre-échange dans la plus vaste économie d'Afrique, dans le plus grand marché d'Afrique, le Nigeria. Et il évoquera avec nous la perception des Nigérians par rapport à cette opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale. Évidemment, on reviendra après le journal sur les produits à échanger entre pays africains et les implications sur vous, citoyens lambda. On se dit à tout à l'heure après le journal de 11h.